Au fil du temps, nos paysages ont été façonnés par les activités et l'imagination des hommes. Fruit de cette ingéniosité, les secteurs liés à l'innovation sont une source de vitalité économique qui agit comme moteur de développement pour tout un territoire. À la source de cette créativité se trouvent des hommes et des femmes. Innovateurs visionnaires, ils inventent pour nous le monde de demain. La santé fait partie des secteurs économiques en plein essor. Elle mobilise les chercheurs qui travaillent à l'amélioration des conditions d'hygiène et à la pratique d'une médecine plus sûre. Face à des enjeux de santé publique majeurs et croissants, il s'agit pour eux d'explorer et de développer de nouvelles voies de solutions. C'est ce défi que nos innovateurs ont réussi à relever. Située sur les rives du Doubs, la ville de Besançon regroupe l'essentiel de l'activité biomédicale de Franche-Comté. Important pôle de recherche, le centre hospitalier universitaire œuvre chaque jour à l'amélioration de la qualité de ses soins. En France, malgré tous les efforts déployés pour faire des salles d'opération des lieux entièrement aseptisés, 3% des 6 millions de personnes opérées chaque année en ressortent avec une infection. Les causes de ces infections dites nosocomiales restent mal connues, en dépit de la prévention, des nouvelles technologies et des bonnes pratiques mises en place. C'est ici, à Besançon, que Daniel Talon, ancien chef du service d'hygiène hospitalière, a eu l'idée de concevoir un dispositif afin de mieux prévenir ces infections. Réduire l'infection du site opératoire sur une prothèse de hanche, c'est réduire le temps de guérison, c'est diminuer le nombre de patients handicapés pendant une certaine période du fait de la survenue d'une infection. Donc les conséquences positives pour les patients sont à la fois nombreuses et très appréciées potentiellement par ces patients. De nombreuses mesures sont proposées pour prévenir les infections du site opératoire. On parle d'antibioprophylaxie, on parle de préparation cutanée de l'opéré, on parle de l'habillement des chirurgiens, on parle de l'hygiène chirurgicale des mains, mais lorsqu'une équipe chirurgicale rentre dans une salle opératoire, il y a tout un ensemble de mouvements de l'air qui fait qu'il y a une émission de particules et certaines de ces particules sont porteuses de bactéries et risquent alors d'induire donc une infection du site opératoire. Donc l'idée était de réaliser des prélèvements séquentiels de l'air au cours de l'intervention chirurgicale pour éviter la survenue des infections malgré une possible contamination au moment de l'intervention chirurgicale. Voilà, donc nous sommes face à notre appareil qui est destiné donc à mesurer le niveau de contamination bactérienne de l'air en salle opératoire. Cet appareil est composé de deux pièces principales. D'une part, une pompe qui permet d'aspirer des volumes définis d'air dans la salle opératoire et d'autre part, un système de recueil de l'air sur des microfiltres qui permettent d'impacter les bactéries présentes dans l'air et qui nous permettront ensuite de compter le nombre de bactéries à chaque fois qu'un prélèvement est réalisé. Pour lutter contre la prolifération des bactéries, le service d'hygiène hospitalière assure une surveillance continue de l'hôpital et accompagne le personnel au niveau de ses pratiques. Quand on travaille pendant un certain temps dans sa fonction, on peut avoir des comportements un petit peu, pas déviants, mais il peut y avoir des dérives, surtout au moment des urgences. Donc on est là pour faire passer des messages en disant « attention, il peut y avoir un risque qui peut être oublié ou sous-estimé ». Donc c'est notre rôle, à nous, hygiénistes, de rappeler un petit peu ces bonnes pratiques qui est toujours difficile de maintenir tout au long des années. On sait aujourd'hui, à travers les systèmes de surveillance, les réseaux de surveillance des infections nosocomiales, qu'environ 5 à 6% des patients acquièrent une infection au décours de leur hospitalisation dans l'ensemble des hôpitaux français chaque année. À la fois praticien hospitalier et chercheur universitaire, Daniel Talon s'est spécialisé dans la recherche autour des risques d'infection par les bactéries.
Accompagné par l'équipe du docteur Lionel Pazard, spécialisé dans l'innovation médicale, il a trouvé les premiers outils nécessaires à la conception de ce nouveau dispositif médical. L'idée, en fait, a été émise sur un questionnement du docteur Lionel Pazard qui me demandait si je n'avais pas une idée pour un dispositif dans le cadre de la maîtrise des infections nosocomiales. Puisque les mesures que l'on fait de la contamination bactérienne de l'air obligatoire, elles se font finalement hors présence humaine. Or, l'idée, c'était bien de connaître le niveau de contamination au cours des interventions chirurgicales. Et on a 200 fois plus de contamination en activité que hors activité. Donc en fait, on a prélevé l'air des blocs opératoires avec la technique traditionnelle, donc avec un bioimpacteur. Et donc là, après 72 heures d'incubation à 30 degrés dans une étue, on va faire le dénombrement des unités formant colonie. Donc en fait, c'est à peu près le nombre de bactéries qu'il y a dans l'environnement grâce à cet appareil qui a une grosse loupe en fait qui permet de compter. Et après, on va pouvoir donner les résultats au service pour leur dire si leur bloc est conforme ou pas. Il aura fallu 1 an et demi à Daniel Talon pour développer le premier prototype du dispositif de suivi d'aérobiocontamination au bloc opératoire. Véritable avancée dans le domaine de la sécurité sanitaire, il ne restait plus qu'à envisager le développement et la commercialisation de cette innovation. C'est à ce moment-là que Daniel Talon fait la rencontre de Mathieu Sinobert, consultant en stratégie dans le domaine médical, qui lui propose alors de s'investir dans le projet. Historiquement, j'accompagne des projets de création d'entreprise et souvent on a des innovations sans porteur de projet. Et c'est lié à la rencontre avec Daniel Talon et cette innovation dans le domaine des infections nosocomiales que je suis tombé amoureux du projet et j'ai décidé de créer l'entreprise en réponse à un problème de santé publique majeur. Quand on développe des innovations en milieu hospitalier, on a un temps de développement qui va être beaucoup plus long dans notre domaine. Et typiquement, l'innovation, elle, ça fait 3 ans que Daniel Talon travaille dessus. Et moi, depuis la rencontre, ça fait 1 an et demi aujourd'hui qu'on travaille sur le côté économique et développement et transformation de cette innovation en produits commercialisables. On s'est vite rendu compte en discutant avec des leaders d'opinion du domaine qu'on avait une capacité d'étendre ça dans les différents blocs hospitaliers européens, donc typiquement 136 500 blocs hospitaliers, mais également de lutter contre ces infections nosocomiales qui représentent à peu près 1800 patients par jour à travers l'Europe. De manière à ce que les patients, quand ils rentrent à l'hôpital, puissent avoir l'esprit tranquille qu'ils ne vont pas attraper une bactérie ou un champignon qui serait présent dans l'environnement de soins, là où, bien évidemment, ils n'ont aucune place. Alors, beaucoup d'éléments peuvent être surajoutés en quelque sorte au dispositif initial. On peut associer finalement à cet appareil un compteur de particules et qui permettrait, au moment des pics, de déclencher des prélèvements d'air pour vérifier la corrélation qu'il y a entre la contamination dite particulière et la contamination bactérienne, car on peut parfaitement identifier est-ce que c'est bien la bactérie qui a été prélevée dans l'air qui est responsable de l'infection ou est-ce que c'est une autre bactérie. Aujourd'hui, je suis en retraite, j'ai quitté donc le milieu professionnel et mon service d'hygiène hospitalière et je continue en fait à participer au développement de ce dispositif avec Mathieu Sinobert en tant que conseiller scientifique pour ce développement. Loin des hôpitaux, certaines personnes atteintes de maladies chroniques nécessitent quotidiennement de lourds traitements médicaux. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'améliorer la qualité de vie et la prise en charge des malades pour que ces soins puissent être effectués à domicile. Spécialisés dans les micro- et nanosystèmes, des chercheurs grenoblois développent de nouvelles technologies capables de répondre aux exigences les plus pointues qu'impose le secteur médical. Bénéficiant de cet environnement technologique, c'est ici que Vincent Templard et son équipe ont imaginé un original concept de seringue intelligente. J'aime bien parler de biomimétisme. L'idée, en fait, vient de l'observation de la nature
et de ce que fait naturellement un moustique. Un moustique est capable de vous repérer jusqu'à 30 mètres. Il a des capteurs qui sont capables de vous localiser et il vous pique toujours au bon endroit, à la bonne profondeur. L'idée est partie de là, de l'analyse du fait que la seringue n'avait jamais eu de révolution. C'est toujours traditionnellement un piston et une aiguille, et de se dire comment répliquer ce que fait si bien la nature, ce que fait le moustique, à base d'un système qui comprendrait une micropompe qui remplacerait effectivement le piston, de telle façon à ce que les patients puissent s'auto-administrer des médicaments. L'innovation principale, c'est de mettre à disposition des patients ou des infirmières des dispositifs totalement automatiques et sécurisés pour la préparation et ou l'administration des médicaments. L'innovation solutionne un ensemble de problèmes. De plus en plus de médicaments biologiques, pour des questions de stabilité des molécules dans le temps, sont formulés et vendus sous forme de poudre sèche qui doivent être reconstituées juste avant l'injection. Certaines molécules, l'infirmière va mettre 20 à 25 minutes pour reconstituer le médicament, et avec un dispositif automatique, on est descendu à 7 minutes. 7 minutes, temps pendant lequel l'infirmière peut se consacrer, qui plus est, au malade et non pas à la préparation du médicament lui-même. C'est aussi, dans certains cas, la possibilité d'économiser des doses de médicaments qui peuvent être fortement onéreux. Et puis, on sait que les accidents d'exposition au sang sont source de contamination de maladies. Dans nos dispositifs, l'aiguille n'est jamais accessible. La préparation d'une injection nécessite la manipulation d'aiguilles et de substances pouvant s'avérer dangereuses. En France, au cours de l'année 2010, plus de 17 000 accidents avec exposition au sang ont été recensés, dont 70% provoqués par piqûre. Par ailleurs, lors de la reconstitution manuelle d'un médicament, on constate une perte de produit importante. Le prix de certains traitements étant très élevé, chaque perte de produit évitée représente non seulement une économie conséquente pour le système de santé, mais aussi une meilleure observance de son traitement par le patient. Dans tous nos dispositifs, nous avons le cœur de la technologie, ce sont des technologies de micropompes. Vous avez ici une des micropompes récemment mises au point en collaboration avec le CEA, qui est intégrée dans des dispositifs d'injection. Le principe de fonctionnement est extrêmement simple. Vous avez ici une cassette qui va comprendre à la fois un flacon de poudre, une cartouche de solvant. On va venir mettre la cassette dans le dispositif réutilisable. En appuyant sur le bouton une première fois, vous avez la reconstitution qui se fait automatiquement. Une fois que la reconstitution va être réalisée, vous pouvez poser le dispositif sur le site de l'injection et l'injection va se dérouler toute seule. L'aiguille va venir sortir automatiquement, l'aiguille étant toujours inaccessible et invisible pour des questions de sécurité. Pour réussir à concevoir la micropompe innovante, Vincent Templard s'est associé au laboratoire du CEA Leti de Grenoble. Situé au sein du campus Minatech, ce laboratoire de 1700 chercheurs concentre son activité sur les micro- et nanotechnologies en lien avec le secteur industriel. Souvent, l'industriel arrive avec un besoin, une application qu'il souhaite commercialiser et il n'a pas forcément le composant dédié pour réaliser cette application. Donc on va l'aider à concevoir le composant et à faire une fabrication du composant sur une chaîne microsystème pré-industrialisable. L'originalité du projet, c'est de développer donc une pompe qui est constituée de différents éléments, dont une membrane qui permet d'attirer, de pomper du liquide et de l'éjecter dans une seringue pour faire une injection automatique. Donc typiquement, les volumes qu'on est capable d'aspirer et d'injecter via la seringue sont de l'ordre du microlitre. Et le microlitre, pour donner un ordre de grandeur, correspond à peu près au volume d'une tête d'allumette. L'avantage de la technologie qu'on a développée, c'est de pouvoir instrumenter cette micropompe pour contrôler très précisément les quantités de liquide qu'on injecte chez le patient, et ça de façon automatique. Donc pour ceci, dans la micropompe, on a installé des capteurs sur le silicium qui sont capables de mesurer à la fois le débit et la position de la membrane pour savoir où on en est dans le cycle de pompage. Il est vrai qu'il y a une très forte excitation à travailler sur un nouveau projet.
développer un objet qui n'a jamais été réalisé et penser aux applications qui permettra de réaliser est quelque chose de très excitant. Notamment quand on part de l'idée qui est complètement conceptuelle et qu'on arrive à la fin jusqu'à un objet qui va partir en commercialisation. Là, on sent que la partie recherche a été utile et notamment pour les applications de médecine qui auront un réel intérêt pour le patient. On s'inscrit très clairement, depuis l'origine du projet, dans l'idée du maintien du patient à domicile et de pouvoir effectivement transférer le patient le plus rapidement de l'hôpital à son domicile et de pouvoir l'accompagner dans ses soins ou l'accompagner dans sa vie de telle façon, s'il voyage, s'il continue à travailler, qu'il puisse suivre son traitement de façon aisée. Compte tenu du fait que le dispositif contient de l'électronique, il va vous permettre de rappeler précisément, par exemple, l'heure à laquelle vous devez faire votre injection. Il va vous permettre aussi d'enregistrer, de savoir pour le médecin quel jour, quelle heure, quelle dose de médicaments ont été injectés pour mesurer l'effet thérapeutique du médicament par rapport à la prescription et à la réalité de l'observance par le patient. Encadrée par une réglementation rigoureuse, l'innovation dans le secteur médical nécessite patience et persévérance pour voir un jour son produit proposé sur le marché. Créer une entreprise, surtout dans le cadre d'un projet industriel, est un chemin, effectivement, j'allais dire au long cours, qui nécessite une énergie. C'est un véritable marathon qu'il faut malheureusement aussi savoir courir à la vitesse du sprint, parce que nous sommes des jeunes entreprises et le facteur temps est un facteur clé de succès. On n'avance pas sans une dose de risque, il faut arriver effectivement à les pondérer. Ce sont des risques financiers, bien évidemment. C'est une charge de travail ou d'investissement personnel extrêmement lourde. Donc ça veut dire aussi un équilibre familial qui peut s'en trouver perturbé à un moment donné. Et j'ai 4 enfants, jeunes enfants, qui forcément ont un peu souffert de cet investissement au moins au démarrage. Je crois qu'une étude montrait qu'un produit sur 2 que nous utilisons aujourd'hui n'existait pas il y a 5 ans. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne connaissons pas la richesse des produits que nous utiliserons demain, mais il y a un vrai monde à créer ensemble. C'est une aventure au sens plein du terme et c'est ce qui en fait aussi le fait qu'elle soit passionnante. Être en bonne santé nécessite avant tout la possibilité de répondre à nos besoins vitaux. Une eau de qualité, indispensable à l'hygiène et à l'hydratation du corps, ne doit pas être un privilège. Si certaines régions du monde bénéficient de ressources en eau abondantes, d'autres sont en situation de pénurie. En Suisse, à Romanel-sur-Lausanne, Renaud de Watteville développe une solution pour réduire ces inégalités. L'eau a toujours été partie prenante dans ma vie. Pendant 15 ans, j'ai fait moniteur de voile, j'ai toujours vécu au bord de l'eau et de pouvoir partager l'eau est quelque chose d'assez évident pour moi. Et en voyageant, à force de voir des gens boire de l'eau saumâtre, de boire de l'eau extrêmement sale qui sortait des puits, j'ai décidé de lancer un système de production d'eau potable pour les pays émergents. Le projet a démarré avec un concours de circonstances. En fait, quelqu'un m'a parlé d'un système de dessalement qui marchait avec des panneaux solaires. Et j'ai proposé qu'on le fasse low cost, c'est-à-dire que l'on s'adresse tout de suite aux régions qui en avaient le plus besoin. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Aujourd'hui, 1/3 de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Première cause de mortalité au monde, 5 millions de personnes, dont 1,8 million d'enfants, meurent chaque année de maladies infectieuses ou parasitaires dues à une mauvaise qualité de l'eau. Les inégalités de répartition des ressources en eau douce font que les problèmes sanitaires dus à l'eau sont concentrés dans les pays du globe les plus démunis. L'accès à une eau potable constitue donc un enjeu majeur pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Le dessalement de l'eau existe depuis les années 70. Il est largement utilisé dans les pays du Golfe, par exemple. Il n'existait pas de machine petite, facile à installer, bon marché, qui soit adaptée dans les pays où les conditions climatiques sont les plus dures. On a réuni quelques amis et puis on s'est dit comment faire pour rendre ce projet réaliste et efficace.
Et on s'est rendu compte que d'une part, il fallait une excellente machine, mais qu'il fallait aussi un système d'entretien adapté qui fasse que dans 5 ou 10 ans, ça continue de marcher. Voilà, je vais vous faire une démonstration. D'abord, on va salir cette eau pour la comparer à l'eau des puits ou des forages. Donc je mets de la terre dans l'eau, du sel, et puis je remue. Ici, donc, on a de l'eau extrêmement sale. L'eau va rentrer par la crépine. Cette crépine peut être soit dans un puits, soit reliée à un château d'eau, soit reliée à un réservoir, et arriver par la machine que je mets en marche en appuyant sur On. Le cycle commence. L'eau passe d'abord par un pré-filtre qui arrête les feuilles, les grosses choses. Ensuite, par une ultrafiltration, où là, elle va être nettoyée des bactéries, des virus, des parasites. Ensuite, elle rentre dans une membrane d'osmose inverse. Là, on en extrait l'eau potable et c'est là que sont éliminés le mercure, l'arsenic, le fluor et le sel étant ce qu'il y a de plus petit. Et maintenant, je vais en boire. Elle est excellente. On a de la peine à imaginer qu'elle vient de là. Rapidement, on s'est rendu compte qu'en fait, la maintenance serait la clé du succès. Donc, on a développé un concept qui marche par télémétrie et on peut suivre les machines sur Internet et voir en tout temps quel est son comportement technique et d'optimiser ainsi la production. Alors ici, on a l'écran de suivi des machines. On est donc sur Internet et on voit chacun des petits drapeaux est une machine en fonction actuellement au Sénégal. Là, on voit que cette machine fait 123 litres, par exemple, et puis que si on va sur cette page-là, on voit le comportement de chacun des éléments de la machine. Avec ça, on a un contrôle complet et on peut anticiper les pannes. Le système de maintenance a été développé un petit peu sur le principe de l'aviation, c'est-à-dire que chaque pièce a une durée de vie et on change les pièces avant qu'elles tombent en panne afin de maintenir la production. L'installation de la première machine a été un grand moment. D'abord, on a dû traverser le Ciné Saloum en pirogue. Ensuite, on est arrivé dans le village, qui nous a fait une fête extraordinaire en arrivant. Et 2 heures après notre arrivée, la machine fonctionnait déjà. Et depuis, elle ne s'est pas arrêtée. L'arrivée de cette machine à purifier l'eau a enrichi notre quotidien. Aujourd'hui, nous pouvons consommer l'eau et l'utiliser dans la vie de tous les jours pour cuisiner. Avant, avec l'eau salée du forage, les gens étaient pris de malaise et de vertige. Depuis ce changement, notre santé s'est considérablement améliorée. Souvent, on nous a dit « mais vous n'arriverez pas, c'est pas possible, ces populations n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, etc. » Et notre challenge était de montrer que ce n'est pas du tout, que c'est possible et que, sans faire de jeu de mots, que c'est vraiment les petites gouttes qui font les grandes rivières. Et là, on est exactement dans ce cas de figure. Lorsque l'on décide de développer une solution pour les pays en voie de développement, il s'agit de trouver une solution pérenne. On a donc tablé là-dessus et on est parti sur un système où la vente de l'eau finance l'entretien de la machine, même à un prix dérisoire. Mais en faisant ça, si l'appui extérieur s'en va, le système continue d'évoluer. Les populations auprès desquels nous avons placé nos machines avaient comme alternative soit de boire l'eau des forages ou l'eau des puits, qui sont à 5, 10 ou 20 km, soit ils importaient de l'eau en sachet ou en bouteille, et cette eau a toujours eu une valeur. Elle était vendue entre 2, 3, 4 centimes le litre, jusqu'à 20 centimes le litre pour l'eau en sachet ou l'eau en bouteille. En arrivant avec une eau à 1,5 centime le litre, qui génère en plus des places de travail, on répondait non seulement aux besoins de santé, mais aussi aux besoins économiques. L'expérience acquise par Renaud de Watteville et son équipe au Sénégal a prouvé non seulement que sa machine était totalement fonctionnelle, mais aussi que son modèle économique était parfaitement adapté. Ce dispositif efficace devrait maintenant pouvoir être proposé à d'autres pays africains ainsi qu'aux autres continents concernés par cette problématique.
Si je devais recommencer le projet aujourd'hui, j'irais plus rapidement sur le terrain. En fait, je pense que les premiers milliers de francs que j'aurais trouvés, j'aurais dû les consacrer à aller voir mes clients finaux. Ce n'est pas à nous de leur amener une machine, mais on doit développer une machine ensemble, une solution ensemble. Et on aurait pu gagner 1 ou 2 ans probablement. Après 3 ans et 34 machines installées au Sénégal, il y a plus de 60 000 litres qui sont produits tous les jours. Quand on se dit l'impact que ça a sur la population, c'est fabuleux. Puis pour soi, de voir qu'un projet qui paraissait totalement irréel il y a quelques années devient réalité, c'était un sacré challenge. Il fallait être un peu fou pour y croire et le fait que ça marche, c'est génial.